Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur la chaîne Apprentis Sorcières. Alors, est-ce que vous avez remarqué comme moi qu'on retrouve des références au chamanisme un peu partout en ce moment? Il y a eu Élémentaire, le Disney qui donne vie aux éléments. Plus récemment, on a la série Sweet Tooth avec des enfants hybrides, mi-homme, mi-animal. Et on trouve même en ce moment une exposition incroyable au Quai Branly qui s'appelle Vision chamanique. Je vous invite vraiment à y aller. Elle se termine le 26 mai. Elle est vraiment top. Donc moi, je suis Julie Détouche, je suis journaliste, expérimentatrice, et c'est de chamanisme péruvien dont nous allons parler ce soir avec Patricia Pénaud, qui publie aujourd'hui même, les rites du Monaïki, que voici que voilà, aux éditions Animae. Alors Patricia, bonsoir. Bonsoir Julie et merci de m'inviter dans ton émission. Puis bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là et de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup à toi, c'est vraiment super. Alors c'est le jour J, ça y est? Ah ouais, je suis trop contente. C'est le jour J. Ça y est, il est disponible aujourd'hui, ce sublime livre. Donc, ensemble, on était On bien montrera coordonnés. jamais assez. Ah ouais, vraiment. Et je suis ravie de pouvoir parler de ces merveilleux rites et de tout ce que ça peut nous apporter concrètement dans cette période qui n'est pas toujours évidente. C'est ça. Et tu fais bien de souligner le concrètement, parce que c'est quand même l'une des spécificités de cette chaîne, c'est d'apporter des bénéfices concrets, immédiats dans la vie de tous les jours, et non pas rester un peu perché dans des beaux concepts, mais sans avoir forcément de concrétisation. Et dans ton livre, effectivement, bah, tu parles des protocoles ancestraux. On va rentrer dans le détail. On a une petite heure aujourd'hui pour explorer ça ensemble, le chamanisme péruvien et toutes ces sagesses qui sont multimillénaires, on ne le rappellera jamais assez. Mais il y a des applications pratiques, concrètes, immédiates. Et tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons parce que voilà, on fait 2, 3 protocoles et tout de suite, il y a des choses qui bougent, quoi. On le sent tout de suite. Oui, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a déjà eu des premières lectrices dont j'ai pu avoir la chance de lire en fait le retour. Et tu sais, quand on écrit un livre ou quand j'écris un livre, bon, je l'écris pour que ça porte des fruits et que ça aide et que ça soutienne. Et il y a ce côté très concret. J'aime bien le côté spirituel, mais j'aime bien aussi être dans le concret parce que la vie, elle se vit au quotidien, dans nos rencontres, etc. Et donc, ces premières lectrices ont fait des retours comme quoi ça avait changé déjà des choses. Alors là, j'étais ravie. J'adore avoir ces retours. Pour une autrice et un auteur, c'est important d'avoir le retour de comment ça, qu'est-ce que ça a donné concrètement, est-ce que ça a vraiment bougé des choses ou pas. Et là, ces premières lectrices, elles mettent ça en avant. Eh ben, tu vois, comme quoi c'est vraiment à être un outil qui va nous aider. Alors, je pense qu'on est parti très, très vite, bille en tête. Peut-être on peut commencer par te présenter. En plus, je crois que c'est pas ton premier livre, donc tu as un parcours, tu as toutes sortes de casquettes. Voilà, je vais te laisser, voilà, un peu présenter rapidement ton parcours et puis les différentes, casquettes que tu portes. Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être un peu multicarte. Oui. Avec plein d'axes. En fait, je crois que je suis quelqu'un de curieuse et toute ma vie, ça m'a menée dans la curiosité de comprendre comment, en tant qu'être humain, on est fabriqué pas juste d'un corps, d'une matière, mais aussi de l'énergie, aussi d'une spiritualité laïque, pas forcément dogmatique, avec des perceptions, avec des croyances, avec des idées, mais aussi des expériences. Donc, j'ai alors un parcours plus traditionnel, j'irai en tant qu'infirmière, infirmière anesthésiste, comment s'occuper des gens qui vont mal, qui sont pas bien pour leur donner de l'espoir tant est qu'on peut leur donner de l'espoir à un moment ou à un autre. Et du coup, j'ai travaillé beaucoup dans les services de réanimation, d'urgence, Mmh. parce que ce sont des endroits où il y a de la souffrance, il y a de la peur et la peur de mourir, etc., que ce soit pour soi ou la famille ou les gens qui accompagnent. Donc ça, c'est mon parcours traditionnel. Mais comme j'étais une passionnée de l'humain, j'ai aussi suivi la filière de cadre et eu la chance de pouvoir mettre en place des services de réanimation en me disant, bon, OK, l'organisation, elle est importante et plus une organisation est fluide et plus l'humain qui va travailler dans cette organisation, ça va être fluide et donc plus il pourra donner ce qu'il a à donner quand il va Mmh. s'occuper des gens. Donc ça, c'est mon parcours, je dirais, traditionnel pendant une vingtaine d'années. Et puis, j'ai un parcours moins traditionnel parce que toute petite, j'avais la sensation et le ressenti que j'étais beaucoup plus
que juste un corps incarné. Et à l'époque, quand je dis ça, ça me fait, ça fait un peu ancien, mais il faut se remettre une bonne quarantaine d'années en arrière. C'était pas du tout la même ouverture aujourd'hui, même si ça bouge encore. Il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent et on peut parler de toutes ces choses avec beaucoup plus de facilité qu'une quarantaine d'années en arrière. C'était pas gagné, hein. C'était mais j'avais ce sentiment intime que j'avais besoin de comprendre et d'étudier parce que je suis pas quelqu'un qui est dans les hauteurs nébuleuses. J'ai aussi une partie rationnelle et donc je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc j'ai fait tout un parcours d'apprentissage autour de l'énergie, des structures énergétiques anatomiques, ce que certains portaient comme vision du monde et est-ce que ça sonnait juste ou pas, est-ce que c'était gothique ou pas. Et puis en vivant ces expériences, je me suis formée à la sophrologie, je suis devenue sophrologue. Je me suis formée à l'EFT, qui est une technique de gestion émotionnelle. Et donc, je suis devenue praticienne et enseignante. À chaque fois, j'avais ces deux côtés-là, hein, pratiquer, accompagner et transmettre et enseigner, parce que je trouve que c'est ça qui amène aussi une autonomie. Et on a besoin aujourd'hui d'apprendre à faire. Il y a plusieurs niveaux d'autonomie. Je pense souvent, tu sais, aux pêcheurs avec le poisson. Oui, Soit j'adore cette histoire. bah oui, tu donnes des poissons aux gens, mais ils savent pas pêcher. Et donc, à un moment, ils vont mourir de faim si toi, tu n'es plus là. Mais tu peux leur donner des cannes à pêche. Ils vont savoir pêcher le poisson. Mais si la canne à pêche casse, ils sauront pas. Mais tu peux leur apprendre à créer des cannes à pêche, à fabriquer des cannes à pêche. Et là, tu leur donnes l'autonomie. Et c'est ça que je porte en moi. C'est-à-dire comment je peux donner, aider les gens à être dans leur autonomie avec une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Alors, les rites du Munaki, ce n'est qu'une continuité parce que j'ai toujours été attirée par le côté andin du monde, le Pérou, le Chili, enfin, ce sont des terres où je me reconnais vraiment. D'autant plus quand je suis allée au Pérou il y a peut-être une quinzaine d'années, j'avais l'impression de reconnaître comme si, je sais pas, j'avais été un prêtre inca dans une ancienne vie. Ou, C'est chez enfin, toi, quoi. oui, c'était ça. J'avais beaucoup d'émotions. Je me souviendrai toujours quand je suis arrivée au Pérou et surtout au Machu Picchu. J'avais ma caméra et on voit pas tout de suite le Machu Picchu quand on arrive, hein, en fait. Et au moment où je le vois, wow, j'ai une montée émotionnelle qui est là et je me cachais derrière ma caméra en train de pleurer. Je savais pas ce qui m'arrivait. Je voulais pas que les autres ils me voient, tu vois, à ce moment-là. Et j'avais une émotion et après, je me promenais comme si je connaissais déjà sans connaître. Je disais, ah, ça, c'est là qu'il y avait des choses comme ça, ou là, c'était ça. C'était vraiment bizarre comme expérience, mais des expériences bizarres, j'en ai eu pas mal dans ma vie. Maintenant, je suis un peu habituée. Mais au début, ça peut faire drôle, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et alors, je te parlais de chamanisme un peu en introduction de cet entretien. On est d'accord que les rites du Monaïki, c'est des pratiques chamaniques? Ou je suis à côté de la plaque? Bah, en fait, tout dépend de comment on définit le chamanisme. Parce que le chamanisme, c'est en relation avec les hommes et les femmes médecines qui sont là dans leur communauté pour justement aider les uns ou les autres à guérir ou à transformer des choses avec lesquelles ils sont ou c'est en difficulté. Alors, est-ce que les rites du Munaiki sont du chamanisme directement? Je ne dirais pas forcément ça, même s'il y a bien sûr une inspiration d'aller mieux, de créer de l'harmonie en soi, de transcender ses peurs, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que on devient aussi maître à bord. Parce qu'en chamanisme, c'est le chaman qui fait quelque chose pour toi. Ah, c'est toute la Tu vois? différence. Et c'est Ouais. toute la différence. Je suis allée au Chili en février pour justement retrouver mes sources. J'ai aussi voilà, retrouvé mes enseignants au Munaiki et je me suis offert une séance avec un chaman péruvien. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que toi, tu es allongé sur la table, ta conscience, elle doit jouer quelque part, mais c'est le chaman qui fait tout. Alors qu'avec les rites du Munaiki, le praticien, parce qu'on parle plus de praticien que de chaman, transmet des alignements énergétiques et toi, après, tu as à bosser, enfin, quand je dis à bosser, c'est-à-dire Oui, à les rendre concrets, à les fortifier et à regarder comment ça marche dans ta vie pour toi. Et donc, c'est ce que je voulais un petit peu
dans ce livre, c'est-à-dire parler des rites, parler de ce que ça pouvait apporter, de ce que ça peut apporter, mais les rites ne sont pas transmis dans le livre, ça ne peut être transmis que par un praticien. Mais par contre, ça donne une résonance, ça donne une dynamique pour savoir s'il y a un appel ou pas à les recevoir. Et il y a plein d'exercices pratiques, parce que même si on n'a pas reçu les alignements, ça n'empêche qu'on peut quand même cogiter, réfléchir, méditer pour s'approprier ce que chacun des rites peut apporter. Donc c'est ça que je ferais comme différence entre le chamanisme et les rites du Munayuki. C'est que tu as ta part à faire et tu n'es pas juste à attendre et à recevoir que le chaman il fasse tes guérisons pour toi ou tes réalignements pour toi. Tu contribues aussi, et j'ai cette fibre forte de contribution, c'est-à-dire que c'est important qu'on puisse choisir de se réaligner entre sa personnalité, son cœur, son munai, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de soi, et l'environnement, la planète, les autres, etc. Bonsoir à tout le monde. Oui, Bonsoir bonsoir, Frédéric. c'est vrai, c'est sympa, on a des petits messages sur le chat. Donc oui, alors le Munai, c'est le cœur. On va peut-être Munaiki, du coup, voilà, décrypter un petit peu ce titre très mystérieux. Alors, c'est mystérieux parce que c'est une langue qu'on ne connaît peut-être pas, c'est du quechua. Hein, et donc, Munai, c'est un terme quechua qui veut dire amour inconditionnel. Amour au sens large du terme. L'énergie d'amour, le ki, on le connaît, le qigong, le tai chi, le tai chi. Et c'est l'énergie. Et donc, moi, je traduis volontiers par l'énergie d'amour inconditionnel, l'énergie qui vient de la profondeur de notre âme, de la profondeur de notre être, qui est là tout le temps, partout, mais qu'on a besoin d'apprendre à intégrer. Et le chemin de l'amour, c'est un chemin que je fais depuis des années pour saisir tous ces tenants et ces aboutissants. C'est pas toujours un chemin facile, mais c'est un chemin qui est primordial dans cette période de temps dans laquelle on est. Ça, c'est sûr. Et il y avait Lila Riuri pour nous parler de l'amour, une aventure spirituelle, qui est aussi son livre. C'est une autre approche, mais en fait, ça dit la même chose. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup quand même, alors on va pas dire que c'est du chamanisme, on a bien compris que le chamanisme, il y a quelque chose de très passif. On va voir le chaman comme on va voir le médecin pour avoir une ordonnance ou un travail énergétique. Là, dans ces rites, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir s'approprier, où on est maître à bord et on est seul responsable du travail qui est fait ou pas. Dans ton livre, tu parles à plusieurs reprises de chakras, pardon, mais ils n'ont pas forcément les mêmes noms. Et donc en quechua, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Est-ce que tu peux nous donner un peu les noms quechua des chakras dont tu parles? Et puis la question qui est derrière, est-ce que tu as cette lecture-là? Est-ce que les Péruviens auraient eu des contacts avec les Indiens? Ou est-ce qu'ils ont développé leur propre connaissance de ces centres d'énergie que sont les chakras? Comment ça se fait que à l'autre bout du monde, comme ça, on parle de ces centres d'énergie de la même façon, d'une certaine façon? Mais je crois que la structure énergétique, elle est la même, qu'on soit du côté de l'Inde, du côté du Japon, du côté de la Russie ou du côté de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord ou de la Laponie. C'est ça d'ailleurs qui est super intéressant, c'est quelles que soient les cultures, on retrouve une structure énergétique identique. Maintenant, elle porte des noms différents tout simplement parce que la langue est différente et les termes qu'on va retrouver ici dans les rites du Munaiki, ce sont les termes quechua. Et globalement, ils ont mis une importance dans 3 centres énergétiques et il faut bien comprendre que bien sûr, toutes les méthodes qui sont créées et inspirées partent de la culture et de la compréhension que l'on a. On peut être plus intellectuel ou plus relié à la nature. Et les peuples andins sont très reliés à la nature. C'est la nature qui les enseigne. Ils s'occupent de la nature avant de s'occuper de l'univers et de la lumière. Et donc, quand on est dans du concret, qu'est-il important de savoir? D'avoir une vision juste pour pas se planter, pour savoir exactement quel est le meilleur chemin, le chemin qui est juste, qu'on relie à un sentiment juste. C'est sûr que si tu fais quelque chose et que tu t'ennuies, c'est pas très top. Que Non. si tu
vois quelque chose qui t'anime, rien que quand tu y penses, tout de suite, tu te dis, waouh, là, j'ai envie d'y aller, tu vois. Ouais. Et on reste pas juste dans la pensée, la vision de quelque chose, sinon on réalise rien. On Mmh. reste pas juste dans le sentiment de quelque chose, du plaisir de quelque chose, parce que tu peux rester à mijoter comme ça et avoir les plus beaux rêves du monde, waouh, qui t'animent et tout, mais tu passes pas à l'action, tu restes dans ta grotte, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Et le dernier, c'est le chakra ombilical, donc troisième œil, le chakra donc du cœur, et OK. l'autre qui est l'ombilical relié à la racine. C'est l'action juste. Donc on a le Yankai, le Munai et le Yachai, qui sont en fait les trois noms du chakra ombilical, du chakra du cœur Cœur. et du troisième œil. Tout ça dans l'idée de pouvoir s'aligner dans sa vie avec une vision juste. Quelle est la vision qui va me mener? Quel est le chemin que je peux prendre dans lequel je vais m'épanouir et je vais être joyeux et joyeuse et rayonnante et plein d'amour en moi et à donner? Et l'action juste pour y aller, quoi, pour concrétiser, pour pas rester juste dans une illusion. Ouais, c'est ça. Donc c'est ces 3 chakras et on rejoint encore le ciel en haut, la terre en bas et le cœur qui fait la jonction entre les 2 éléments. Oui, et c'est ça que encore une fois que je trouve hyper sain, c'est qu'on retrouve des concordances et des similitudes, quelles que soient les approches dans le monde, on retrouve toujours la nécessité de s'ancrer, peu importe comment on nomme le chakra terrestre, on Mmh. a cette aussi nécessité de se connecter à plus grand que soi, et là avec le huitième chakra, et puis ensuite, tous les chakras qui vont nous permettre de nous aligner. Ça ne veut pas dire qu'au niveau du rite du Gunaki, on ne travaille pas avec les autres chakras, mais Ouais. il y a un engouement et il y a une envie vraiment d'être en alignement entre le troisième œil, entre le chakra du cœur et entre le chakra ombilical et racine. C'est ça et donc du coup, quand on pratique tes rites que tu proposes, on travaille aussi, bah, sur les chakras, sur l'énergétique. Moi, j'adore, les bandes, par exemple. Alors c'est surprenant parce que c'est pas les mêmes couleurs que les références auxquelles moi j'ai l'habitude avec les chakras. Il y a des petites différences, mais pas tant que ça, en fait et on voit bien quand même les centres d'énergie qui vont se mettre à bouger, à faire de la protection, c'est hyper inspirant, je trouve. C'est en même temps très visuel, et puis on peut le ressentir quand même, hein, ces bandes qui s'élargissent, qui vont venir, nous accompagner en permanence. Bon, faut plonger, vraiment dans la lecture du livre, pour comprendre et puis il y a pas que la lecture, il y a aussi, l'écoute du livre parce que tu proposes des méditations guidées, avec des QR codes qu'on peut scanner. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir, comme il y a des méditations que j'ai écrites, de pouvoir se laisser porter par le son, en l'occurrence de ma voix. Donc, il y a cinq méditations, exercices qui sont guidés pour peut-être donner envie aussi d'aller un petit peu plus loin. Tu parlais des rites, du rite des bandes de protection. C'est vrai qu'il y a 10 rites au total. Et il faut Mmh. considérer comme un rite, en fait, un alignement énergétique qui est transmis d'un praticien à quelqu'un d'autre, hein, donc un protégé. On n'appelle Ouais, pas un receveur, mais un protégé, c'est-à-dire qu'on protège le temps de transmettre le rite et ensuite le protégé va faire sa part des choses. Et c'est vrai que dans le livre, c'est le seul rite que je guide dans l'exercice. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a un besoin incroyable de se protéger, mais pas au sens négatif du terme, parce que souvent j'entends en énergétique, mais tu n'as pas besoin de te protéger, si tu es bien centré, si tu rayonnes, tu n'as pas besoin de protection. Oui et non. À un moment, j'adhérais à cette idée. Mais plus on développe sa conscience énergétique, sa conscience de soi, plus on est perceptif et perceptif des choses, et plus finalement, même si on est bien centré, même si on rayonne l'amour, en fait, le monde est tellement chaotique sur mmh. le plan du non visible, et j'y ai accès. Je dis souvent, j'ai un pied ici et un pied dans le non visible, non pas pour voir spécialement les défunts, mais juste pour sentir et percevoir l'ambiance actuelle. On serait dans un monde où chacun et chacune serait totalement en paix à l'intérieur de lui ou d'elle. Ça ne serait pas le même rendu, ce qui n'est pas le cas.
d'autant plus quand on vit des situations factuelles assez compliquées et assez stressantes, telles que ça peut être aujourd'hui, et pas juste dans un pays, mais par le monde. Donc, si on est hypersensible, eh bien, on va avoir besoin d'avoir plus de systèmes protectifs pour finalement pas absorber. Alors, on pourrait dire oui, mais tu as peut-être une pensée qui dit que tu absorbes. Oui et non. J'ai vu les différences vraiment. Ça fait, comme je te disais tout à l'heure, et je vous disais, ça fait un moment quand même pas mal d'années que j'œuvre là-dessus. Et vraiment, j'ai vu une différence avec les bandes de protection, dans le sens où ça ne crée pas des armures. Parce que quand on a peur de quelque chose, ou la peur d'être envahi, en fait, on se ferme, on crée des armures, on bouscule ces structures énergétiques sans s'en rendre compte. Or, il y a une réalité factuelle, on peut être hyper perceptif sans avoir peur. On peut quand même se dire ça, voilà. Oui. Et de ce fait, effectivement, les bandes de protection vont servir à faire du compost avec toutes ces énergies émotionnelles, mentales, environnementales. Et au lieu d'être impacté par ces formes énergétiques qui peuvent venir nous plomber, nous fatiguer, et après, on a un peu plus de méditation à faire pour retrouver sa dynamique et sa forme, en fait, ça va absorber, les bandes vont absorber ça, le transformer en compost, et du coup, c'est d'énergie plutôt bonne qui nous arrive, tu vois, comme la terre. La terre, tu laisses dans un coin les vieilles choses, ça composte, et après, ça vient nourrir pour faire des nouvelles plantations. Et ça fait exactement ça. Et j'ai vraiment vu la différence. Et quand j'enseigne ou que je transmets les rites ou que j'enseigne à des futurs praticiens, il y a vraiment cette idée-là et ça change beaucoup de choses, surtout pour les personnes très perceptives. Ça n'empêche pas de percevoir, ça c'est sûr, mais ça évite d'être impacté de trop par ces bourrasques émotionnelles, ces tempêtes, ou même des fois les gens n'ont même pas conscience de ce qu'ils sont en train de vivre et de rayonner finalement. Il y en a qui savent très bien, mais d'autres pas. Donc, en attendant d'apprendre, ça peut être quand même quelque chose d'intéressant pour les plus hypersensibles d'entre nous. Ouais, très utile parce que c'est vrai que l'hypersensibilité, on le dira jamais assez, c'est aussi une porte ouverte vers l'invisible, vers des sens qui vont être plus aiguisés que d'autres. Et en vrai, au quotidien, c'est pas forcément très confortable à vivre. Et c'est vrai que ces bandes là, c'est vraiment des rites, comme tu dis, qui permettent un peu de s'apaiser parce que bon là, on est en pleine saison des éclipses, il y a quand même des situations de guerre un peu partout, c'est pas terrible. Et il y a pas mal d'hypersensibles qui se sentent pas bien au réveil sans trop savoir pourquoi. Et c'est sans doute parce qu'ils sont un peu poreux à l'ambiance du moment. Et voilà, les rites des bandes, c'est le deuxième rite, je crois, ou le premier. Enfin, c'est l'un des premiers que tu proposes. Et voilà, ça semble assez facile à mettre en œuvre. Et je suis sûre que c'est hyper utile. Tu nous parles aussi de rencontrer notre animal totem. Alors, quand on parle de chamanisme, il faut qu'on parle d'animal totem ou d'animal de pouvoir. Je ne sais pas exactement le terme que tu as employé. On en voit deux sur la couverture qui sont hyper inspirants. Est-ce qu'on fait un petit tour du côté des animaux? Alors, la terre, le ciel, et puis est-ce que tu peux nous parler de ton animal totem à toi? Quelle rencontre comment s'est passée ta rencontre? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on a un animal totem qui évolue? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est pas tout à fait la même chose que l'animal totem. D'accord. D'accord. L'animal totem, on peut faire un voyage dans le monde d'en bas et aller se connecter, se relier, demander quel est l'animal qui va nous soutenir pour cette période de la vie. Et en général, on en a un, voire deux, mais ça peut quand même occuper occuper du temps pour développer cette relation avec son animal totem. Ici, ce sont des animaux qui sont là, des archétypes, des qualités premières, représentés par des animaux qui sont connus, archi connus dans le monde andin, peut-être plus que nous, parce que par exemple, ici, on n'a pas de colibri, mais là-bas, si. D'ailleurs, c'est génial de voir les colibris. Il y en avait beaucoup au Chili, je me suis régalée. Ici, ce qu'on veut, c'est animer en fait ces pans de conscience en relation avec plusieurs animaux
qui sont en relation avec chacun des chakras et qui vont nous permettre de saisir et d'aborder ce qu'on vit sous leur regard, sous leur perception. Et donc, on a le serpent, c'est le serpent, le sol, c'est le fait de sentir, de percevoir. Quand cette graine énergétique en relation avec le serpent est activée, on va être plus sensitif et encore mieux repérer si quelqu'un est toxique pour nous, par exemple, ou pas, ou si une situation. Ça va animer en nous des qualités intrinsèques, des capacités premières beaucoup plus rapidement que si on voulait le faire intellectuellement. Alors, on a le serpent, puis vient le fameux jaguar qui est magnifiquement ici dessiné sur cette couverture. Et je trouvais intéressant d'avoir le jaguar sur la couverture parce que le jaguar, c'est quand même le maître de la jungle. C'est l'entité, c'est l'animal qui n'a pas peur d'aller dans la jungle. Et donc, le jaguar, quand ses qualités premières s'animent en nous, c'est fait pour dépasser nos doutes, c'est fait pour dépasser nos peurs, c'est fait pour dépasser nos ombres, voire les clarifier en toute conscience et en toute sécurité. Parce que et c'est pas moi qui le dis, il y a d'autres personnages comme Jung et même d'autres avant qui ont très bien décrit cette capacité que nous avons de projeter sur l'autre nos peurs, nos ombres et nos doutes. Et donc, à chaque fois qu'on voit une situation où l'autre, au travers de ses peurs, ses ombres et ses doutes, on ne voit pas la réalité. On pense que c'est la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Donc, plus on fait ce cheminement de transformation de nos peurs, de nos ombres et de nos doutes, plus on peut voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est hyper important si on veut sortir des manipulations, par exemple, parce qu'on ne voit pas réellement des fois qu'on est manipulé. Alors, il y a des manipulations sympas, gentilles, parce qu'on est entre amis, on sait qu'on est manipulé et on est en accord avec ça, mais il y a toutes celles qui sont pas du tout si visibles que ça ou qu'on veut mettre de côté. Donc, c'est hyper important d'arriver à transformer ça et à accéder à des terrains en nous, finalement, qui sont aussi en jachère et dans lesquels on peut planter de nouvelles graines et dans lesquels on peut faire fleurir. Donc, le jaguar, il nous aide, entre autres, à tout ça. Et puis après, à retrouver, pour retrouver notre pouvoir. Et après, on monte encore un peu, là, au niveau du chakra au-dessus, et on va voir le colibri. Et quand même si cet oiseau est tout petit, il a quelque chose qui est unique. Voilà, chez lui, on commence à aller plus vers les hauteurs. Et le colibri, c'est un oiseau qui va toujours aller boire dans les fleurs, goûter le nectar des fleurs. Il n'ira pas si les fleurs sont fanées, il n'ira pas dans des trucs, des eaux qui sont caca, mais ils vont aller là où il y a le nectar de la vie. Et le colibri va nous aider justement à revisiter en fait ce qu'on veut vivre pour aller vers la meilleure vie possible. Nous sommes des êtres de choix, peut-être qu'on l'a oublié. Nous pouvons choisir des choses. Alors des fois, on est tellement englué dans des vieilles situations qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Je suis passée par là aussi, mais je m'en suis sortie, donc je suis une preuve vivante que c'est possible, qu'il y a de l'espoir. Des fois, c'est bien d'être accompagné aussi, parce que des fois, c'est un peu quand même hard de le faire seul, mais il y a toujours de l'espoir quelque part. Et puis après, on monte encore un étage et on a l'aigle et le condor. Et là, on en a deux, dis donc. Et ce qui est intéressant dans les caractéristiques de l'aigle et de condor, c'est qu'ils peuvent s'élever. Et quand on vit une situation difficile, si on le voit au niveau du serpent, on peut se dire « oh, je suis bloqué, j'arrive pas, etc. » Mais si on le voit au niveau de l'aigle et du condor, on peut voir derrière, on peut voir les opportunités, on peut voir peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu. Donc, ces animaux sont animés tous et toutes parce qu'ils peuvent se présenter dans la visualisation comme des femelles ou des mâles ou même des genres neutres. Et ils vont nous aider à voir tous les pans d'une réalité de leur perception, de leur regard. Donc, quand tu abordes une situation et que tu fais un dialogue sacré avec chacun des animaux, je peux te dire que tu as une vision et une perception de la situation qui est quand même assez complète et qui te donne des pistes de sortie. Donc, c'est ça que je trouve super intéressant avec ce rite du Haini, justement pour retrouver l'harmonie. Ces animaux sont là, ces archétypes sont là pour nous aider à retrouver l'harmonie dans notre vie. Alors, Haini, c'est l'harmonie, c'est ça? Alors, Haini, c'est un terme quechua
Et ça veut dire justement être en harmonie et en réciprocité avec la vie, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a aussi un phénomène qu'on constate chez tout le monde, le plus grand nombre, avant de faire ce travail de rééquilibrage, même quand tu le fais, des fois, c'est pas toujours facile, mais Ouais. on y arrive, de qu'est-ce que je donne au monde et Mmh. qu'est-ce que je reçois du monde. Est-ce Mmh. que je donne plus que je reçois? Est-ce que je reçois plus que je donne? Et le Haini, c'est cette force de réciprocité avec la vie, avec l'autre, avec soi, dans cet équilibre du donner et du recevoir. Et c'est ça qui amène à l'harmonie. D'accord, c'est beaucoup plus clair. J'aime beaucoup la façon dont tu expliques, les choses. Effectivement, l'harmonie comme ça, tout simple, ça peut sembler creux et là, avec, les mouvements effectivement du donner-recevoir, c'est tout à fait limpide. Alors pour cet animal donc qui est pas donc les animaux, on a compris, c'est des archétypes, c'est des énergies, c'est des façons de porter un regard sur le monde et sur la situation, qu'on oublie parfois parce qu'on pense que notre regard seul suffit et qui nous permettent en fait, c'est autant de paires de lunettes pour observer les choses et pour les voir avec un nouveau regard, les relativiser et ça permet d'avoir voilà, une nouvelle compréhension de la situation et c'est hyper précieux parce que c'est vrai quand on est dans des situations fermées, verrouillées, on a l'impression qu'on est dans une ornière. Or, il y a toujours des solutions et ces archétypes permettent justement d'ouvrir le regard à d'autres façons de voir. Est-ce que du coup, toi, tu as un animal totem? Je reviens sur ma question ou pas? Voilà, parce que je sais que c'est une question que bah, les gens derrière l'écran vont se poser. Euh, Quand tu disais on peut descendre dans le monde d'en bas pour aller à la rencontre de son animal totem, ça peut évoluer dans le temps. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais alliance avec un animal? Oui, alors ça, comment dire, la connexion avec mes animaux totems, parce que j'en ai deux, c'était bien antérieur. Mais j'ai constaté, et je vais y arriver, mais tu vois, j'aime bien voilà, faire un vœu avant de donner la réponse. Mais j'ai constaté que l'animal totem peut aussi, on peut en avoir un nouveau qui arrive à un moment donné de notre vie parce que les caractéristiques qu'il porte va nous aider. Donc, mon premier animal totem, c'est l'aigle. Et le deuxième, c'est le tigre blanc. Donc ça, ce sont mes deux animaux totems. Mais à un moment de ma vie, il y a un ours qui s'est présenté. Alors j'ai appris de la force de l'ours, de ce que ça pouvait m'apporter. Et c'est vrai que dans ce moment-là de ma vie, j'avais besoin d'avoir de la force et de pas me laisser impressionner par ce que d'autres auraient pu m'embarquer, tu vois. Et l'ours, pour ça, il va plutôt impressionner qu'être impressionné par ce Être qui peut se passer. impressionné. Ouais. Et c'est ça. Donc, oui, on a et j'ai des animaux totems qui sont là et avec lesquels je peux communiquer à des moments donnés ou qui peuvent me donner de l'inspiration. Mais en plus, j'ai une véritable ménagerie parce que quand tu reçois les rites, tu as de quoi t'occuper en fait entre les gardiens, les gardiennes des mondes, entre les animaux, entre ouais, on est, si jamais vous aviez un sentiment de solitude en vous, bah, allez, venez recevoir les rites parce que franchement, derrière, c'est le retour que j'ai, il n'y a plus de sentiment de solitude hein, de ce C'est côté-là. clair. Ça, ça anime en soi. Hein. C'est clair, j'adore cette proposition. Je voulais qu'on parle un peu d'appropriation culturelle. Alors, je sais que c'est un sujet qui peut être un peu sensible. En tout cas, il y a un vrai regain d'intérêt aujourd'hui pour le chamanisme. Et bon, bah voilà, il y a des gens pour dire que c'est de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que non seulement on a colonisé des espaces, mais en plus on vient voilà, s'approprier leur culture sans leur avis. Alors j'ai eu une lecture plus récente avec en fait l'envie des laïcas de transmettre, d'être entendus ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages pour voilà couper un peu l'herbe sous le pied à tous ceux qui disent que faut laisser les sagesses dans leur lieu et qu'on ne peut pas se les approprier et les diffuser comme ça partout parce que effectivement nous, on n'a jamais vu de colibri, on ne connaît pas forcément l'histoire du colibri, et qu'est-ce qu'on va venir, voilà, s'approprier le colibri comme si c'était normal qu'on parle avec un colibri, alors que nous, on a plutôt des mésanges et d'autres animaux volatiles. Enfin voilà, quelle est ta vision toi par rapport à ça?
Alors moi, déjà, j'ai une vision que je suis une citoyenne du monde et pas Mmh. spécialement juste une entité d'un endroit et d'un pays donné. Donc ça, je le porte depuis très longtemps. Donc forcément, ça me touche pas et ça me heurte pas d'aller apprendre ici et là. Et d'ailleurs, la curiosité fait qu'on apprend plein de choses de différents, de manières de voir différentes qui ramènent beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de Ouais. compassion les uns envers les autres. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Alors, Mmh. je voudrais raconter quand même l'histoire des rites du Munaiki, par qui ça a été créé, comment ça a été Oui. créé, et on va comprendre que justement, c'est pas quelque chose qu'on extirpe à un endroit du monde vers un autre. C'est parti d'Alberto Villoldo, qui est anthropologiste et qui a beaucoup étudié autour justement de la régulation physique, corporelle, santé, les populations différentes dans le monde pour voir comment chacun ou chacune abordait la question de la santé des humains, en fait. Mmh. Et donc, à un moment de sa vie, il s'est dit, bon, je ne vais pas rester dans un laboratoire à étudier ça dans mon petit bureau, je vais aller prendre ma valise et explorer le monde et vraiment échanger, discuter avec les gens sur le terrain, avec ceux et celles Ouais. qui œuvrent pour ça. Et donc, à partir de là, il a exploré notamment l'Amazonie, le Pérou, l'Amérique du Sud pour aller voir comment les chamans amérindiens œuvraient dans toute cette approche. Et à un moment, il a été confronté à des graves problèmes de santé et Mmh. il a décidé de passer un temps avec les chamans pour pouvoir justement comprendre et vivre certaines choses tout en même temps qu'il faisait son évolution avec le monde médical plus traditionnel, je dirais. Ouais. Et de là, les rites lui ont été enseignés pour l'aider à se fortifier lui-même, parce que les rites, ça sert à quoi? C'est pas juste histoire de Mmh. se faire plaisir, c'est parce que ça va aider à connecter beaucoup plus d'amour de soi, et on sait que l'amour, c'est une énergie puissante d'équilibrage et d'harmonisation, mais de renforcer sa confiance, de renforcer son estime, de renforcer sa capacité à connecter au corps. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le grand challenge, c'est comment moi, esprit que je suis, âme que je suis, je peux intégrer le corps que je suis et que les deux aillent en cohérence, en harmonie, corps-esprit confondu, enfin reliés en fait. Ouais. Et de là, il a compris que les rites qui étaient transmis, d'ailleurs, c'est un de ses mentors qui lui a à un moment dit ça, chaque rite qui est transmis et reçu par quelqu'un s'enrichit de la culture et de l'histoire de celui qui l'a reçu. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Alberto? Il a pas transféré, par exemple, les chamans travaillent, Copier-coller. Ouais. voilà, avec un messa. Il n'a pas fait ça. Quand on donne les rites, on n'a pas le messa qui est l'outil chamanique dedans où il y a voilà les pierres, les cristaux. Non, il a adapté, transféré et adapté avec ce qu'il portait dans sa culture Mmh. plus occidentale pour que ça soit compréhensible et facilement à transmettre pour le plus grand nombre, quelle que soit la culture. Après, tu ramènes l'idée que effectivement, on n'a pas des colibris, mais tu peux remplacer, si toi tu adores les mésanges et que la mésange te parle, tu remplaces la graine de colibri par la graine de mésange. Si le jaguar, ça te parle pas, quel est l'animal qu'on peut retrouver sur nos terres qui représente une force de la nature et avec qui tu n'aurais pas peur si c'était ton allié? Tu vois, donc Ouais. il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, ce que j'ai trouvé euh, très sain d'ailleurs, c'est pas de vouloir coller absolument un point de vue sur autrui, parce que ça, moi, je trouve c'est pas sain, mais Mmh. c'est que déjà quand tu apprends et qu'on te transmet, tu vas enrichir. Moi, j'ai enrichi déjà les rites avec ce que je porte, avec mes compréhensions de la vie, etc. Et à chaque fois qu'on donne, il y a ce respect de toi qui reçois, tu vas enrichir aussi ta compréhension des rites avec ta culture. Et c'est comme ça qu'on peut devenir multiculturel. Et ça serait génial d'être multiculturel, parce que c'est ça qui sous-tend
la compassion, qui sous-tend la compréhension de l'autre. Des fois, on ne se comprend pas d'un pays à un autre. On se dit, c'est quoi? C'est inentendable, ou mais je ne comprends pas. C'est presque comme si c'était Mars et pas Vénus qui se parlait. Mars est une planète à l'autre bout de la galaxie qu'on ne connaît même pas. Tu vois, donc, moi, je trouve que le côté multiculturel est super intéressant avec cette transmission et les points de vue de cet homme, Alberto Villoldo, des chamans, des hommes et femmes médecine avec qui il a été formé, et de Marcella Lobos, sa femme, qui est la personne qui transmet aussi beaucoup et qui porte finalement aussi cette transmission des rites. Donc, le féminin est aussi important parce que et d'ailleurs je reprends au début du livre, nous sommes à un carrefour, et pour un carrefour d'existence, mais pas juste pour nous, mais pour l'ensemble de notre planète. Et pour les Andins, ces hommes et sa femme de sagesse andine, nous serions au 3e Pachacuti. Et qu'est-ce que c'est que le Pachacuti? Le Pachacuti, ça veut dire qu'il y a une grosse transformation de conscience. Il y a le avant et le après, et entre, il y a eu un événement qui a changé les manières de voir ou de fonctionner des peuples ensemble ou d'une communauté. Pour eux, le premier Pachacuti, c'est avant la constitution de l'Empire Inca, où les hommes et les femmes étaient complètement chaotiques, désordonnés. Et à un moment, il y a eu des personnages qui ont emmené les peuples à se structurer, à s'organiser pour faire une société la plus saine possible. Ça, c'est plutôt un Pachacuti positif. Positif, Voilà. Le deuxième Pachacuti, beaucoup moins positif, c'est au moment où les conquistadors, qui étaient convaincus de leur réalité, de leur vérité, voulaient absolument coller cette vérité sur des peuples où c'était pas du tout la même culture et la même croyance. Les conquistadors espagnols qui ont voulu coloniser tous ces peuples finalement amérindiens. Et là, il y a eu des grandes modifications et des grandes transformations. Et certains hommes sages et femmes sages de l'époque, les laïcas, ont voulu garder et préserver ces connaissances pour pas les perdre, pour pas que ça tombe dans l'oubli à un moment ou à un autre, et ont réussi à se mettre dans des endroits où ils étaient tranquilles. Là-bas, il faut dire que si tu vas au fin fond de la montagne, c'est pas sûr qu'on puisse te retrouver, parce que déjà, il faut avoir du souffle, parce que la montagne, c'est enfin, tu vois un peu le genre. Et donc, en fait, ils ont aidé ceux qui sont restés à faire cette transition. De toute façon, la transition était là. Tu ne pouvais pas passer à côté. Oui. Donc, à faire cette transition pour garder le bon dans chaque et continuer à exister dans ce qui était plus traditionnel. Il y a toujours eu ça dans l'histoire, des mélanges en fait. Mais sauf que des fois, ça a été fait de manière un peu brutale. Voilà, même très brutale. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, le troisième Pachacuti, pour eux, c'est la période covidique. C'est quand même quelque chose qui a touché l'ensemble de la planète, pas juste un pays, et où il y a eu comme une espèce de reset à un moment donné, avec des gens qui ont pris conscience que ce qu'ils vivaient, c'était plus ce qu'ils voulaient vivre. Alors, ils ont changé. Et puis d'autres, pas tout à fait encore. Mais pour eux, c'est le troisième Pachacuti. Ça veut dire que c'est impossible de revenir en arrière. Ouais. C'est impossible parce que la société d'avant était malsaine. Et donc, on a besoin de sortir du côté malsain, du côté conquistador. C'est moi qui ai raison, je veux, c'est ma vision qui est la bonne et la juste. Mais non, c'est pas ça. Si tu penses ça, mais tu te dis, mais faut être fou de penser ça. C'est comme si tu disais sur Terre, il n'y a que des poissons. Ouais. Tous les animaux sont que des poissons. Bah non, tu vois la variété de tout ce qu'il y a, mais nous, c'est pas parce qu'on a une tête, 2 bras et 2 jambes qu'on est tous pareils. Tu as ceux qui sont très ancrés dans la matière. Ils peuvent être éveillés, mais ils sont très ancrés dans la matière parce qu'ils ont besoin, on a besoin de là pour amener de la stabilité sur le bateau qui s'appelle la planète Terre. Puis tu as ceux qui sont très aériens, qui contactent et qui voient d'autres choses ailleurs. Et c'est juste aussi, mais parce qu'on a besoin de s'ouvrir à donc simplement cela trop. Nous ne sommes pas des êtres, certes physiquement, hauteur, largeur et longueur, mais nous sommes confrontés à de la 4D. Nous avons un espace-temps différent. Nous ne sommes pas que dans une chronologie temporelle. Nous pouvons aussi avoir des moments qui sont hors du temps de l'horloge.
des moments qui font toucher le temps des étoiles. Hein. C'est là où on retrouve le rite du gardien des étoiles pour accéder à ces champs de conscience-là. Et donc, on est déjà encadré quand on commence à sentir et à percevoir ça. Mais là, on fait une route vers la 5D. Donc, la 5D nous amène encore à animer en nous. Et la 5D, plus on va avancer là-dessus, c'est plus ça va être important de nous relier entre l'esprit infini, la lumière infinie que nous sommes et l'incarner dans notre matière en ayant les pieds sur terre pour donner et concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser et pas que pour nous parce qu'on n'est pas égoïste, mais pour les générations à venir. Ouais, pour passer cette transition qu'on est en train de vivre et on sent tous qu'on est en quête de sens, en quête de repères et on a besoin d'outils. Et c'est vrai que les rites du Munaiki que je remontre sont vraiment, ça tombe à point nommé. Je ne dis pas que l'horloge cosmique est bien réglée, mais en tout cas tu fais ta part et pour ça merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des rites qui t'ont été transmis que tu n'as pas pu, osé, voulu mettre dans le livre? Ah non, ils sont tous. Hein. Ils y sont tous. Oui, mais encore une. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est la progressivité que chaque rite peut amener. C'est vrai que les 3 premiers sont là pour prendre conscience qu'on a une capacité d'autoréparation intérieure et comment on peut agir avec ça. La capacité justement d'être en capacité de se protéger, mais au sens positif, comme je l'ai décrit tout à l'heure. La capacité d'amener de l'harmonie en nous et quelles que soient les situations qu'on rencontre, justement d'avoir des points de repère qui vont nous aider à faire les meilleurs choix. Le rite suivant, c'est le rite du visionnaire, c'est-à-dire on peut avoir une capacité perceptive, mais ne vouloir voir que le bien et le bon. Tu vois Ouais. Oui, je mais vois très bien. c'est aussi important de voir ce qui n'est pas bon. Ouais. Parce que si tu repères pas quand c'est toxique, si tu sais pas repérer quand là, il y a un danger d'influence, tu risques de te faire embarquer. Que si tu vois tout le bon comme le moins bon, là, tu vas pouvoir agir et choisir. Ouais. C'est vraiment important. Ce qui Très juste. n'empêche pas d'être optimiste, hein, ça Ouais, en ouais, bien retire sûr. rien là-dessus. Et puis après, on a les rites qui sont autour des gardiens, des gardiennes des mondes, les gardiens du jour, gardiennes du jour, c'est comment, c'est le Pampa Messayok, c'est comment on peut se nourrir et nourrir l'autre, mais aussi bien physiquement qu'émotionnellement, que psychologiquement, intellectuellement. On a besoin de tout ça pour se sentir bien. L'Alto Messayok, c'est le gardien de la sagesse des montagnes. Quand on est en haut des montagnes, on est dans un air pur et on est plus proche de l'esprit aussi, symboliquement, le grand esprit pour les peuples amérindiens, pour pouvoir justement accueillir de l'information qui peut nous être utile pour nous et notre communauté. Et tu vois, et on apprend comme ça chaque rite à élargir finalement sa perception de la planète, de la vie. Alors, le Kurakakuyek, le gardien et la gardienne de la terre. Nous sommes les gardiens et les gardiennes de la terre. Nous sommes les habitants et nous pouvons la détruire comme nous pouvons la préserver. Quel va être notre choix dans tout ça? Il y en a qui sont extrêmement déjà très, très convaincus de ça, mais d'autres pas encore. Mais c'est un chemin. Moi, j'ai pas toujours été convaincue, ou en tout cas, j'étais convaincue, mais je retraduisais pas forcément tout le temps concrètement. Et puis, au fur et à mesure de mes compréhensions et de l'importance, j'ai mis des choses concrètes dans ma vie pour préserver la nature. C'est un chemin, il n'y a pas de jugement à avoir, quel que soit le stade où on en est. Et puis, il y a la planète, mais on est au sein d'un système quand même. C'est les étoiles, la galaxie. Enfin, et qu'est-ce qui se passe si une planète, si une cellule explose quelque part dans le corps humain? Tu imagines? Si une cellule explose dans le corps humain meurt. Et si il y avait la planète, c'était une cellule dans le grand champ universel, qu'est-ce qui se passerait si elle explosait par rapport? Donc, on peut prendre conscience qu'on a aussi un impact beaucoup plus grand que simplement ce qu'on fait au quotidien, c'est le gardien, gardienne des étoiles. Et puis, un rite que j'aime beaucoup, c'est le gardien du créateur, créatrice en soi. Nous sommes des créateurs, nous avons besoin de créer des choses, que ça aille du plus petit, je te fabrique des crêpes et on se fait un bon repas et on s'amuse et dans la joie. Tu fais bien de... Tu vois, c'est pas que les grandes choses et tout, mais ça peut être des plus grands projets. Qu'est-ce qu'on a envie de créer dans notre vie? Et on reprend du coup notre part d'acteur et d'actrice de notre vie. Et ça, c'est primordial.
Et puis le 10e et dernier rite, c'est le rite. Alors ça, c'est un rite qui est donné aux femmes. C'est le La rite de la bénédiction bénédiction de de l'utérus. l'utérus. Et ça, c'est Marcella qui l'a vraiment mis en place. Bah, il faut bien reconnaître quand même que le chemin des femmes n'a pas et n'est pas encore toujours facile. Pavé de rose, ouais. Combien de souffrances, combien d'éradication, de limitations. Et l'utérus a une mémoire et porte ça. Alors, ce qu'on veut, c'est justement aider l'utérus à transformer ces mémoires de souffrance qui existent depuis l'aube des temps. Mais les messieurs ne sont pas mis en reste parce que les messieurs peuvent porter la souffrance de leur mère Oui, quand ils étaient dans l'utérus dans de leur mère l'utérus, au niveau c'est ça. fœtal. Donc, ils peuvent aussi bénéficier de cet alignement parce que en transformant les souffrances, la mémoire, hein, parce que c'est là, on est dans la Ouais. mémoire énergétique des souffrances portées par la mère, leur mère, les hommes peuvent aussi reprendre leur juste place et être en bonne harmonie, hommes et femmes à l'équilibre. Non pas une identification, nous ne sommes pas pareils. Mais Oui, si on était pareil, voilà, ça serait peut-être triste. Nous sommes bah oui, complémentaires, nous sommes interactifs. Nous avons ce masculin et ce féminin en nous, dans nos aptitudes, et nous avons aussi de l'interaction que nous pouvons avoir de manière harmonieuse entre les hommes et les femmes. Donc, tous les rites j'en parle pour comprendre à quoi ils servent, mais encore une fois, les rites ne sont pas donnés, les alignements ne sont pas donnés dans le livre. Il y a des exercices, il y a des méditations qui peuvent vous permettre de commencer à faire des transformations, mais si vous voulez vraiment avoir l'alignement, le recevoir, il s'agit de prendre rendez-vous avec moi ou avec une voilà, praticienne, une praticienne que j'ai formée. c'est ça. Alors parce que tu es la seule en France habilitée, en Europe, je crois, habilitée à transmettre, ces rites et à les donner, À enseigner, à bah, enseigner. c'est-à-dire habilité parce que je me suis formée. Pour Ouais, l'instant, je suis la seule formatrice. c'est ça. Tu vois, en France. Et en praticienne, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment très Très nombreux. Je crois que nombreux. je suis la seule aussi. Mais mon idée, c'est de pouvoir, bien sûr, donner les rites, donc en tant que praticienne. Mais voilà, mon envie, ce serait aussi de former des praticiens et des praticiennes qui pourraient aussi, eux, transmettre les rites. Donc, disons que je suis la première à ce jour C'est ça. habilitée parce que j'ai suivi enfin, voilà, les formations de praticienne. Et ça, c'était juste avant le Covid. Ouais. En décembre de l'année d'avant, tu m'aurais dit que j'allais me former à ça. Je t'aurais dit, bon, je sais pas, Non. non, pas spécialement. Et en janvier, je tombais là-dessus en me promenant sur Internet. Ça m'a vraiment appelé, ça a vraiment résonné. Ils forment des chamans, mais c'est pas ça qui m'attirait, mais c'était vraiment les rites du fait de l'autonomie que ça donne aux gens. J'ai donc suivi 3 mois de formation à raison d'un cours par semaine avec pas mal de travaux en inter. C'était en visio direct. C'est pour ça Ouais, qu'en février, j'étais super contente de les retrouver en vrai sur le bah, terrain ouais. chilien. Voilà. J'ai même vu voilà, le chaman qui nous avait donné aussi un alignement. Enfin, c'était super. Et puis, ça m'a tellement plu, je me dis, je ne peux pas en rester là. J'ai envie de former des praticiens et des praticiennes aussi, pour ceux qui ça va leur parler. Et je me suis formée comme enseignante l'année dernière, pareil, sur 3 mois avec voilà, pas mal de boulot entre. Mais bon, c'est ça aussi qui forge les compréhensions, Bien sûr. l'appropriation, en plus de ce que moi j'ai vécu quand je les ai reçus, évidemment. C'est ça, ça a été transformatif aussi pour toi, malgré tout Ah le oui. chemin que tu avais déjà fait, tu as quand Oui, même vu un avant et un après, carrément. Évidemment, il y a des rites. Pour moi, j'avais déjà exploré pas mal de choses en relation avec ce que ça apportait, donc j'ai pas eu de grandes, tu vois, transformations. ouais. Mais franchement, c'est hyper ancrant et ça ouvre vraiment un espace de communication encore plus approfondi en soi et avec la nature et finalement avec l'autre. Il y a une résonance nouvelle que j'ai vraiment sentie et perçue malgré mes nombreuses années d'exploration qui m'ont amené là où j'étais, hein, ça c'est sûr. C'est Mais ça. je trouve qu'on a besoin de ça parce qu'il y a des transformations rapides et douces. Moi, j'aime bien les approches qui sont douces parce que quand on est dans la panade, déjà, on n'est pas Oui, dans. on n'a Donc, pas que les méthodes utilisées ramènent de la douceur, j'aime bien ça.
Ouais, c'est clair. Alors, tu parlais de douceur et on a parlé de la bénédiction de l'utérus. Est-ce qu'on peut faire une petite, incursion au pays de la sorcière? Parce qu'on est quand même, dans Apprentis sorcières. Est-ce que toi, quelle est ta vision, toi, de la sorcière aujourd'hui? Est-ce que si on te dit que tu es une sorcière, tu le vis bien ou pas bien? Comment tu te positionnes par rapport à cet archétype? Alors, tu le dis justement, c'est un archétype, voilà. Et nous, dans une vie, nous pouvons avancer avec plein d'archétypes différents qui vont nous parler d'une certaine manière, positivement, et on sent qu'on est appelé là, etc. Ou, entre guillemets, négativement, parce qu'on a des vieilles mémoires, peut-être même pas de cette vie-ci, qui nous rappellent des souvenirs qui n'étaient pas chouettes. Donc, pour moi, la sorcière est un archétype comme un autre, donc, que j'ai exploré à un moment ou à un autre. Et quand j'ai exploré l'archétype de la sorcière, je trouvais intéressant de se remettre un petit peu au temps du Moyen-Âge dans notre pays et de comprendre que les femmes étaient appelées sorcières et c'était des femmes, en fait, qui aidaient les autres et qui aidaient les autres par des plantes, pour les aider à aller mieux. Mais elles avaient une capacité à se connecter au non-visible. Et ça a toujours fait peur. Parce que si tu te connectes au non-visible, mais qu'est-ce que tu vas faire que je ne verrai pas qui va influencer l'autre? Enfin, entre parenthèses, on ne peut pas influencer quelqu'un dans le non-visible si cette personne, quelque part, a mis un barrage, qu'on se le dise, vraiment qu'on se le dise. Bon. Et alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que les hommes n'étaient pas appelés des sorciers. Et les hommes allaient à la cour des nobles. Et eux, ils étaient des astrologues. Donc, c'était intéressant de constater qu'ils faisaient exactement la même chose que les femmes, mais pour autant, ils n'étaient pas reconnus comme mauvais. Et ils accompagnaient de la même manière qu'auraient fait les femmes sorcières sur le terrain, les nobles pour les aider à dépasser les choses. Tu vois, alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, intéressant. Dans la société patriarcale, le pouvoir, le conquistador, etc. Et puis, à un moment, après, je me suis dit, mais des fois, j'avais peur de parler de tout ça à un moment de mon évolution. Je sentais des peurs, mais il n'y avait pas de raison d'être parce que dans cette vie-là, il n'y a personne voilà, qui m'avait fait du mal ou quoi que ce soit. Et donc, comme j'étais très intéressée à ce moment de ma vie aux vies antérieures, aux vies karmiques, et que tous les matins, je me réveillais avec des souvenirs de vie karmique, donc je me suis dit, bon, bah, allons voir du côté de l'archétype de la sorcière, qu'est-ce qui pourrait exister s'il existe quelque chose qui mériterait d'être transformé, qu'on mette ça sur le coup du transgénérationnel, qu'on mette ça sur le coup de la vie karmique, tout est possible. Franchement, il ne faut pas se bloquer avec ça. L'essentiel, c'est de se dire s'il y a quelque chose quelque part qui bloque autour de ça, donc qui m'empêche d'être libre dans ma manière de donner, d'accompagner, de m'exprimer, de parler du non-visible, d'être à l'aise avec tout ça, eh ben, autant le débarrasser. C'est ce que j'ai fait. Donc, dans mon imagerie mentale du moment, qu'on pense que ça soit une vie karmique ou pas, eh bien, j'ai transformé une vie de sorcière brûlée. Ah oui, c'est sûr que ça peut. Et je me souviens que j'ai su, parce que, en fait, quand on fait des transformations comme ça, est-ce qu'on sait vraiment si ça marche à 100% ou pas? Tu vois, c'est ça la question. C'est ça. Donc, on peut se rendre compte que ça marche parce que tu n'as plus peur, parce que tu vois, tout ce que tu te retenais, ben, sur le concret, ça y est plus. Et puis, je me souviens avoir visité, à un moment, j'étais en famille et on visitait un vieux château du temps du Moyen-Âge. Il y avait une exposition ce jour-là sur la guérison des sorcières. Comme Oh, par bah alors hasard. là, c'est comme par hasard. Moi, j'avais trouvé ça excellent et j'avais encore appris plein de choses sur justement tout ce qui s'était passé et comment on avait pu, plusieurs années plus tard, reconsidérer ces femmes qui, à un moment donné, avaient été considérées comme dangereuses par rapport à des idéologies, des croyances, et qu'elles avaient été réhabilitées, mais beaucoup d'années plus tard. Donc, c'était comme une réhabilitation hyper intéressante. Donc, voilà ce que je dirais. Et d'ailleurs, dans le féminin, il n'y a pas que cet archétype-là à transformer.
l'archétype de la Vierge. Oui, Enfin, bon, j'en parle dans mon livre, les différents archétypes c'est du ça. féminin. Comme au masculin, il y a aussi des archétypes qui sont à transformer, et tout ceci qu'on soit homme ou femme. Donc, c'est un terrain de nettoyage qui peut se faire d'ailleurs avec notamment Huasca, le gardien du monde d'en bas, avec Pachacutec, le gardien du monde d'en haut, et Quetzalcoatl, le gardien, la gardienne du monde du milieu. Donc, on peut vraiment travailler avec ces différents archétypes pour pouvoir se libérer et retrouver de l'aisance et retrouver de la facilité et donc de l'assise et de la joie et de l'amour dans sa vie pour se réaliser et surtout contribuer. Parce que chacun et chacune, de mon point de vue, on a un rôle à jouer, on a quelque chose à faire pour contribuer au Aïni dans ce monde. C'est ça, à l'harmonie et effectivement tu le fais très bien, avec tes partages, aussi sur, ta chaîne YouTube, sur tes réseaux sociaux, dans tes bouquins, dans tes formations. C'est vraiment, très précieux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé, tout ce temps ce soir pour parler des rites du Munaiki qui sort aujourd'hui. On lui souhaite, une très, très belle vie. Pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est la suite des accords Toltec, mais en moins philosophique, en plus pratique. Donc moi, je préfère. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les accords Toltec, mais les rites du Munaiki, eux, ils peuvent vraiment changer la vie dans la matière parce que voilà, on va pratiquer et venir te voir pour recevoir les alignements. J'espère que tu vas former toutes sortes de plein, plein, plein de gens pour pouvoir transmettre encore les rites. Merci beaucoup. Alors j'en profite pour dire qu'on va offrir un exemplaire du livre à toutes les personnes qui vont regarder le replay. Alors non pas à toutes, mais toutes celles qui veulent et qui regardent le replay et qui mettent un petit commentaire dans le replay, il y aura un tirage au sort et la personne qui sera tirée au sort recevra son exemplaire des rites du Munaiki, Patricia Penneau, aux éditions Animae, qui sort aujourd'hui. C'est une Ouais. beauté. Ah, Merci. merci, c'est super. Et c'est vrai que, comme tu le disais, j'ai vraiment envie de transmettre. Et donc, je fais en visio hein, aussi les ateliers. Donc, peu importe l'endroit de France ou du monde où on est, c'est possible. Et ma grande idée aussi, c'est après, quand il y aura un peu plus de gens formés à ces rites ou ayant reçu ces rites, d'organiser un événement en vrai sur le terrain où Oui, on pourrait ce serait faire bien. de méditation, on pourrait faire des despachos pour rendre hommage à la terre. Enfin, tu vois, il y a vraiment ça que j'ai en tête. Enfin, j'aimerais qu'on soit plus nombreux pour pouvoir alimenter tout ça, quoi. Ah ouais, ouais, ce serait chouette. Écoute, je serai là. Si tu fais quelque chose en vrai, je serai là, à tes côtés. Et ouais, c'est super. Et Merci donc, encore, tiens, Patricia. juste parce que, quitte à dire, Oui. du 2 au 5 mai, Oui. j'organise un week-end proche de Limoges en écolieu. Donc, on fera peut-être des choses aussi sur les rites du Munaiki. C'est basé sur le chemin de l'amour de soi pour se ressourcer. Mais il est possible que j'intègre aussi quelque chose au niveau des rites là-bas. Ah bah oui, 2 ce au sera 5 mai. bien. Tu vas Ouais. m'envoyer le lien de connexion, je le mettrai en commentaire du replay pour qu'on puisse suivre et que les gens puissent s'inscrire s'il reste des places, parce que généralement, il n'y a pas beaucoup de place dans les écolieux. Mais ouais, ouais, avec plaisir. Trop, trop bien. Ah, Merci encore, super. Patricia. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien et j'espère que vous allez partir avec l'envie de découvrir encore un peu mieux, voilà, ce livre et toutes ces belles sagesses que tu as été chercher pour nous. Merci beaucoup de les transmettre, de les faire suivre. Et puis voilà, mettez un commentaire sur le replay pour gagner l'un des exemplaires du bouquin. Merci encore Patricia, merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci Julie de ton invitation. J'ai vraiment apprécié ce bon moment et j'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Bye bye.